L'hypothèse d'un potentiel de bifurcation que nous allons présenter a deux origines. D'une part, l'insatisfaction rencontrée face à la notion de malédiction des ressources naturelles. D'autre part, l'observation de la dernière séquence, 2000-2014, de la mondialisation en Afrique, où le boom extractif et la course aux matières premières, en contexte néolibéral, présentaient un certain nombre d'éléments intéressants car nouveaux par rapport au cycle de croissance antérieur. Nous commencerons par définir cette notion de potentiel de bifurcation, puis nous verrons comment on peut essayer de l'appliquer dans le contexte de la période récente en Afrique. Enfin, on se demandera si ces possibilités de bifurcation pourraient être à l'origine d'une diversification des trajectoires de développement des pays africains, certains avançant dans la voie du développement, voire de l'émergence, d'autres restant englués, bloqués dans les affres du mal-développement. La malédiction des ressources décrit des trajectoires de systèmes politico-économiques rentiers à l'échelle des pays. La notion de critical juncture, potentiel de bifurcation, est ici utile. On la traduit par possibilité de changement de trajectoire. On peut la définir ainsi comme un changement dans la base de ressources internes ou dans l'environnement d'une organisation, c'est-à-dire d'un système, qui élargit la panoplie des choix disponibles et augmente la portée des décisions éventuellement prises. Cette notion vient de l'histoire institutionnelle, de chercheurs qui s'intéressent aux moments de rupture dans l'histoire, notamment aux révolutions, des périodes de changement profond dans l'organisation des systèmes politiques et économiques. Qu'en est-il de son application à l'Afrique contemporaine? On observe bien un changement dans la base de ressources en Afrique lié au contexte macroéconomique favorable de la séquence 2000-2014. On observe une hausse des prix des matières premières. On assiste à l'augmentation des investissements directs étrangers en Afrique. On voit aussi des annulations de dettes donner des marges de manœuvre nouvelles aux pays africains. De nouveaux partenariats se développent également, avec un certain nombre de pays émergents, la Chine étant le plus visible. Ces partenariats élargissent les marges de manœuvre des gouvernements africains. Il en résulte des taux de croissance élevés, comme vous pouvez les observer sur ces cartes, avec des teintes vert foncé, là où les taux de croissance sont les plus élevés, entre 5 et 10% par an. Certains mêmes pays affichent des taux de croissance de plus de 10% de croissance, comme le Nigeria, l'Angola ou le Tchad dans la période 2000-2009, la carte du milieu, correspondant à l'envolée du cours des matières premières et donc des prix du pétrole. Les quelques exceptions qu'on peut identifier sur cette carte, des pays qui ont des taux de croissance économique très faibles, voire négatifs, sont souvent associés à des situations de conflit, comme la République centrafricaine ou la Libye. Ce contexte macroéconomique dans l'ensemble favorable se traduit par la possibilité offerte au gouvernement africain d'investir dans la légitimation, c'est-à-dire la fourniture de biens publics à leur population, en termes de santé, d'éducation, d'accès à l'eau potable et à différentes infrastructures. Alors que dans la période précédente, les années 80-90, caractérisées par les plans d'ajustement structurel, ces États africains dépendaient des bailleurs de fonds internationaux, la Banque mondiale au premier chef, mais également l'Union européenne et parfois de grandes ONG internationales, pour concevoir et financer leur politique de développement. Depuis les années 2000, on a vu de nombreux gouvernements adopter des postures volontaristes en matière de développement et retrouver ainsi des ambitions qu'ils avaient pu avoir dans les années 60 et qu'ils avaient perdues lors des périodes de crise économique des décennies 80-90. On assiste aussi à la circulation parfois non prévue de modèles éthiques. Leur diffusion est liée à un contexte qui est caractérisé d'une part par l'influence du paradigme du développement durable. On comprend bien que la volonté de concilier croissance économique, équité sociale et soutenabilité environnementale a des effets sur la régulation des ressources, de l'exploitation des ressources naturelles. Par ailleurs, la réaction aux impacts de l'exploitation des ressources naturelles dans les années 90 et de nombreux conflits constatés a aussi
représenter un facteur favorable. Enfin, le besoin pour le système international de légitimer l'exploitation des ressources naturelles, alors que les prix augmentent sous l'effet de la demande de l'économie, ont aussi contribué à la circulation de ces modèles éthiques. Le boom des matières premières de la période récente est accompagné par la diffusion de nombreux outils de régulation des impacts négatifs de l'exploitation des ressources naturelles. À partir du secteur des activités extractives, ces outils de régulation se diffusent parfois vers les autres secteurs, l'exploitation de la forêt, ou l'agriculture, ou encore la pêche. Ces outils visent principalement deux enjeux: la transparence et la gouvernance des rentes, d'une part, et d'autre part, la gestion des impacts environnementaux et sociaux des investissements. Il en résulte la diffusion de pratiques de dialogue, même dans des contextes politiques autoritaires, non démocratiques, et ces processus de dialogue contribuent à ouvrir le champ des possibles, comme nous le verrons dans une prochaine vidéo. On peut ainsi poser l'hypothèse que les demandes des firmes étrangères impliquées dans l'exploitation des ressources naturelles contribuent, sans le vouloir, à l'émergence d'États modernes. Les entreprises étrangères qui investissent en Afrique souhaitent en effet que des règles du jeu claires soient mises en avant et que les États respectent les accords passés. Les entreprises demandent un contexte de sécurité, mais elles sont aussi intéressées par un contexte de sérénité pour leurs opérations. Elles préfèrent ne pas avoir besoin d'être protégées systématiquement par des moyens militaires. Le roman Nostromo de Joseph Conrad peut être lu comme mettant en scène le rôle stabilisateur en termes politiques et de développement d'un certain capitalisme éthique. De quoi s'agit-il dans ce roman? Dans un pays imaginaire d'Amérique latine au XIXe siècle, en proie aux turpitudes d'une classe politique violente et corrompue, des investissements américains dans une mine d'argent amènent la constitution d'une enclave de stabilité et de prospérité qui fait sécession de l'État failli, je me permets d'utiliser les termes de la fin du XXe siècle, qui l'environne. Petit à petit, le petit État minier prospère et contribue à la stabilisation de la région, on dirait aujourd'hui, au développement durable et à l'intégration régionale. Le néolibéralisme contemporain peut-il produire de semblables résultats en Afrique que dans le pays de Nostromo? Selon nous, le contexte actuel, marqué par la croissance démographique et urbaine, par la diffusion de nouveaux outils de régulation de l'exploitation des ressources naturelles, ouvre des possibilités de bifurcation. Mais ces possibilités seront-elles exploitées? Tout dépendra des décisions qui seront prises par les acteurs politiques africains. Tout dépendra surtout des rapports de force qui pourront être créés autour de ces régulations entre acteurs africains, mais aussi entre acteurs africains et acteurs du reste du monde. Les facteurs de changement effectif de trajectoire sont donc complexes. On peut finalement poser l'hypothèse d'une différenciation accrue des trajectoires de développement des États africains, entre certains qui s'enfonceraient dans les tourments associés à la malédiction des ressources naturelles, et d'autres qui amorceraient un changement vers le développement, avec un investissement des rentes dans le capital humain, dans des infrastructures pertinentes, dans la consolidation des institutions, dans la diversification et la montée en gamme de l'économie. Un pays comme le Ghana est souvent cité en exemple. La maturité des institutions démocratiques et l'influence de la société civile, qui a construit des capacités de négociation importantes, ont permis de mettre en place une gouvernance pétrolière relativement transparente et l'amorce d'un véritable débat public sur les choix d'utilisation de cette rente. En résumé, le contexte récent de course aux ressources semble bien ouvrir une possibilité de changement structurel en Afrique, et donc autoriser de nouvelles trajectoires. Cette question du potentiel de bifurcation est cependant une question difficile, car les facteurs de changement de trajectoire des différents pays, en termes de développement, sont complexes, et aussi ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de changement de trajectoire qu'il n'y a pas eu de possibilité
de changement de trajectoire, qu'il n'y a pas eu de possibilité de bifurcation. Mais prouver une possibilité non exploitée n'est pas quelque chose de facile. Cette hypothèse du potentiel de bifurcation est néanmoins stimulante pour penser les enjeux de la régulation de l'exploitation des ressources naturelles.